Madame Joanne Charret, qui est professeure de littérature ici au Cégep de Sept-Îles. Elle est future docteure dans 2 semaines en littérature et cinéma de l'Université de Montréal, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et elle est future, dans quelques jours, co-directrice du Gréna. Alors, je m'incline. J'ai beaucoup de similitudes avec ce que Marjorie disait par rapport à ce qui m'intéresse moi. Je ne sais pas si la pièce qui l'intéressait le plus, vous vous souvenez au début, elle disait il y a un jeune enfant qui regarde un papier, il y a un adulte qui regarde l'enfant et le vieillard qui vient nous saisir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en philosophie de l'art, en histoire de l'art, l'appel à témoins. Donc souvent, on se retrouve devant ces personnages, un peu comme Gilles Vigneault à ma gauche, qui nous regardent directement et qui, en philosophie de l'art, sont perçus comme des entités, des altérités qui nous obligent ou qui nous amènent à exister, en quelque sorte. Donc, dès qu'on est pris à témoin comme ça, ben, il y a quelque chose en nous, semble-t-il, qui est mis en action, une pensée, un élan qui est mis en action. Et c'est ce que moi j'ai appelé dans la thèse, mais par ailleurs, parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Pierre me disait, tu peux travailler au Gréna, il faut que tu trouves ton filon. Je pense qu'il y a en fait dans ce que l'on appelle ces altérités radicales, c'est-à-dire l'animal, qu'effectivement on ne peut pas vraiment connaître, comme disait Anne-Marie tout à l'heure. L'ours, il ne parle pas, il ne nous dit pas ce qu'il veut. Donc, il y a chez l'ours une possibilité de mise en récit chez nous. À partir du moment où on est pris à témoin par l'ours, à partir du moment où il nous regarde, de toute façon, on existe pour lui et il existe beaucoup pour nous. Même chose pour le loup, même chose pour le bœuf musqué qui est derrière moi, même chose en fait pour toutes ces altérités, donc ces autres, ces animaux qui, au fil de nos rencontres. Il y a il y a ce qu'on appelle les altérités familières. L'humain est pour nous une altérité souvent familière. Et ce que disait Marjorie, c'est que la vieillesse, effectivement, a tendance à devenir ce que l'on appelle une altérité relative. Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas dans notre corps, on ne sait pas dans notre esprit, on ne peut que le concevoir de manière pas absolue. Et l'animal, lui, par contre, est cette altérité radicale. Un peu comme disait Naï tout à l'heure, elle parlait, je ne me reconnais pas dans les textes, c'est la recherche de l'altérité familière, justement, celle que l'on peut concevoir malgré tout, même si ce n'est pas nous, il y a une possibilité en tant qu'humain de se comprendre. Et la vieillesse a tendance à, justement, traverser cette marge-là. Donc, pendant la thèse, moi, c'était, je ne sais pas trop, là, je suis en train de me perdre un peu dans le truc, la ménagerie de glace, je pense que mon titre fait rêver. Je ne sais pas si je me trompe là, mais je trouve qu'il y a, en fait, dans cette découverte que j'ai faite, cette volonté de mettre en place un corpus, une ménagerie, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, un corpus qui nous permettrait de regrouper en un seul lieu toutes ces altérités radicales, tous ces animaux du Nord, dont on nous parle dès les premiers récits, qui existent bien au-delà des premiers récits, parce qu'on les retrouve, on va le voir sur les grottes, on retrouve des grands pingouins sur les grottes de Marseille, par exemple. Donc, ces altérités radicales et cette propension, en fait, de créer cette ménagerie a 2 valeurs. La première, ménagerie regroupement. La ménagerie, c'était un endroit où on prenait les animaux exotiques, on les mettait en exposition, donc on les présentait comme ça aux gens, un perroquet au nord, j'imagine. On a encore un peu ça avec les zoos. Les zoos jouent un peu le même rôle que celui de la ménagerie. Donc on regroupait comme ça dans des endroits des animaux et de glace. Bien sûr, ici c'est le nord qui m'intéresse. Mais la ménagerie, je fais aussi une référence avec Tennessee Williams. Donc la ménagerie de verre qui, elle, nous renvoie à la fragilité de ce regroupement et de cet encadrement, en fait, d'animaux dans des endroits qui ne sont pas nécessairement faits pour eux. La Terre, en fait, on le verra, là, mais il y a un élément éco-critique qui découle de ça. On finit par, effectivement, découler sur une critique. Donc, le corps nordique, au-delà de ça, en fait, si on y va avec, c'est pas le corpus, ici, c'est vraiment le corps. Le corps nordique, c'est drôle parce qu'il y a encore des résonances avec ce que disait Anne-Marie ce matin. Le corps nordique est véritablement regroupé autour de ce que je vois qui me regarde, ce que je sens et qui me sent, ce que j'entends et qui m'entend,
Donc, nécessite nécessairement un retour de l'un à l'autre. Moi, j'ai mes modes de perception, l'animal a ses modes de perception, et le corps nordique, donc c'est celui que je vois, que j'entends, que je goûte, parce que la plupart du temps, ces animaux-là, le premier contact, on va le voir avec Jacques Cartier, passait par un grand pingouin, tu sais, on va goûter, on va essayer de voir ce qu'il goûte, est-ce que c'est bon, est-ce que, même chose avec l'ours polaire, ils vont s'amuser un peu comme ça avec l'ensemble. Donc, il y a ces deux aspects-là dans ménagerie, et ce corps que je vois, que j'entends, que je respire, que je goûte et que je peux toucher, en fait, peut-être plus dans mes rêves que dans la réalité, puisque je ne me vois pas en train de flatter un ours polaire, et vous non plus, j'imagine. Donc, tout ça provient, en fait, de Perrault. Donc, j'ai travaillé sur Pierre Perrault pour la thèse, et Pierre Perrault s'est intéressé, bien sûr, aux animaux du Nord, s'est intéressé à la Côte-Nord elle-même. Ici, moi, mon corpus, pour le moment, est beaucoup plus nordique que tout simplement nord-côtier, même s'il va y avoir des recoupements, vous allez le voir. Donc, Pierre Perrault, lorsqu'il se retrouve pour son film Testament Cornouailles, en fait, c'est le film Testament Cornouailles et Loup Mi'kmaq, il va sur l'île des Lesmer et observe les bœufs musqués. Et tout ça va donner lieu, justement, à une réflexion qui s'ouvre sur cette altérité qu'on tente de trouver et de rester. En fait, la première chose qu'il fait en débarquant de l'hélicoptère, il monte une colline, il cherche le bœuf musqué, il veut le voir, le bœuf musqué, il est là pour ça. Il arrive au bout de la montagne, il regarde, il voit le bœuf musqué le voit, et il existe. Et c'est exactement là où se trouve le deuxième élément de mon titre, qui est l'élan de fabulation. Donc, comment fonctionne cette mise en récit? Pour moi, elle relève de la fable. Donc, du moment où, effectivement, l'animal met en moi un récit ou propose ce récit-là, il y a un élan de fabulation. Pas fabulation au sens de mensonge, mais fabulation au sens d'une invention qui sert d'exemple. Donc, une exemplarité, on veut vraiment faire l'exemple, donner l'exemple, et cet exemple-là est d'ordre moral, éthique et autres. Donc, si on revient au corpus nord-côtier, en fait, ici, vous voyez le bœuf musqué, je vais vous montrer, donc Loup Mi'kmaq de Pierre Perrault. Ou Mi'kmaq, ça veut dire bœuf musqué en Inuktitut, déjà. Et puis, en fait, cet élan de fabulation dont je voulais vous parler, on le voit dans un texte qui s'appelle L'Oumigmatique ou l'objectif documentaire. Donc, il y a un film dans lequel on nous présente un animal qui est métaphore des luttes. Le bœuf musqué est un animal qui a été intégré dans le Grand Nord en 1970. Il n'était pas là avant, donc il a été intégré en 1970. Et il est devenu, en fait, on l'a mis au départ dans un enclos. C'est un biologiste, enfin, on en a parlé avec Yann hier, un naturaliste, un biologiste de Montréal, de Laval, en tout cas de québécois, Jean-Jacques Rousseau, le bien nommé Jean-Jacques Rousseau, qui va intégrer donc le bœuf musqué pour aider les Inuits à avoir une nourriture sous la main. Donc, il y a du bœuf, il y a de la laine, vous allez pouvoir aussi avoir le lait des vaches, donc il y a des bœufs musqués féminins. Donc, on se retrouve dans cette volonté de créer pour eux un cheptel. Et au bout de 10 ans, quand on revient, le cheptel est mal en point, il est pouilleux, il est malade, les bêtes ne reproduisent plus, parce que la chasse de cette façon-là, ou l'exploitation d'un animal de cette manière-là dans le Grand Nord, est inconcevable de toute façon pour les Inuits. C'est partait d'un bon sentiment, mais justement, un peu comme disait Naï, ils sont allés vraiment au-devant de leurs besoins. On libère les bœufs musqués et depuis, c'est devenu un cheptel, en fait une harde qui prolifère. Donc, on se retrouve devant Pierre Perrault qui regarde cette harde-là et qui, tranquillement, se laisse complètement aller à une réflexion éco-critique sur la place de l'homme dans cette société, la place du blanc, la place du colonisateur, la place de Pierre Perrault lui-même qui se voit à plusieurs moments dans ses écrits comme un colonisateur et qui se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a montré? En fait, qu'est-ce qu'il a de semblable à moi et de quelle manière moi-même, par rapport à ce bœuf musqué-là, je peux me redéfinir? Et puis, ça donne lieu à un écrit énorme qui nous permet effectivement de considérer que l'élan, à partir de ce bœuf musqué qui est métaphore dans les films, il en fait un bœuf musqué, et là, qui devient un métonyme, donc il devient un point d'ancrage.
à partir duquel la pensée est mise en action pour réfléchir la place de l'homme dans la société et la place de l'homme sur la côte nord, dans le nord et dans les endroits où il peut être dépaysé et non familier. On va laisser Pierre Perrault de côté pour revenir un peu à ce corpus idéal que j'ai en tête. Le corpus, en fait, prend racine avec le premier écrit, c'est-à-dire celui de Jacques Cartier. Le premier récit, en fait, il entre et dès le deuxième chapitre, il tombe sur des grands pingouins, on va le voir ici. Donc, on se retrouve avec ici l'île Funk, l'île de Funk, c'est là qu'il arrive. Je vais vous lire le passage, ça va être pas mal plus simple. Les lunettes. Donc, et le 21e jour du 10 mois de mai, partîmes du dit Havre, le Havre, avec un vent d'ouest et fûmes portés au nord, un quart de nord-est du cap de Bonneviste, jusqu'à l'île des Oiseaux, laquelle île était toute environnée et circuite, donc circonscrite, hein, c'est la circonférence ici, d'un banc de glace rompu et départi par pièces. Nonobstant, le dit banc, nos deux barques furent à la dite île pour avoir des oiseaux, desquels il y a si grand nombre que c'est une chose incréable qui ne les voit. Car nonobstant que la dite île contienne environ 1 lieue de circonférence en soi, si très pleine qu'il semble que l'on est arrimé, il y en a 100 fois plus à l'environ d'Icelle et en l'air que dedans l'île dont partîmes dit ce oiseau, sont grands comme oies. Donc les oiseaux sont grands comme oies, noirs et blancs, et ont le bec comme un corbeau, en fait une corneille, corbeau, et sont toujours en la mer sans jamais pouvoir voler en l'air parce qu'ils ont petites ailes comme la moitié d'une main. En fait, il est ici en train de nous présenter un animal disparu qui est le grand pingouin. Et Cartier est le premier donc à l'avoir vu, à l'avoir notifié. Si on reprend un peu ce que Pierre disait hier, c'est le premier à l'avoir fait exister, en tout cas en littérature, dans les écritures, et on se retrouve avec cet animal qui, 400 ans plus tard, n'existe plus, complètement éliminé de la carte, dans des conditions assez abominables, c'est-à-dire que les bateaux, à partir du moment, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Jacques Cartier va venir goûter, hein, va prendre 4 grands tonneaux par bateau. Ça représente à peu près, je l'ai calculé là, en termes de volume, ça représente à peu près 100 pingouins. Donc, ils ont pris 20 pingouins par bateau, 25 pingouins par bateau, 4 bateaux, 100 pingouins. Et ils ont fait un grand festin avec ces 100 pingouins-là. Ils ont goûté. On sait que le pingouin était mangé par les Beotouks. Il y a des preuves sur l'île de Funk. En fait, l'île Funk, il y a des preuves qu'il était mangé par les Beotouks. Les ours polaires qui étaient à plus de 45 000 de la côte, hein, de l'île, 45 km, pardon, c'est un marathon, en fait, 42 km, de la côte, venaient sur l'île aussi pour manger le pingouin. Mais leur consommation de pingouins n'a pas entraîné de toute façon, ils savaient qu'ils en avaient besoin parce que sans pingouins, ça devenait un peu difficile pour eux de se nourrir aussi. Donc, on se retrouve devant un animal qui existe dans les textes de Cartier, qui va exister par ailleurs sur les grottes, comme je vous disais, sur les grottes de Marseille. Hein, il y a des grottes, on voit le pingouin dessiné pariétal, hein, donc ça nous ramène à 33 000 ans, à 17 000, entre 33 et 17 000 ans. Donc, il était, avec les glaciations, on s'est retrouvé dans le Grand Nord. Donc, il existe depuis quand même plusieurs milliers d'années. Et en 200 ans, 250 ans, 400 ans, la population a décliné de plus en plus. Souvent, lorsqu'on parle de l'extinction d'espèces, on va parler du dodo, celui qu'on connaît le plus, celui des îles Galapagos. Or, le grand pingouin est la première espèce à avoir effectivement éveillé le sentiment d'une urgence, d'une possibilité, d'une élimination causée par l'être humain sur un animal. Donc, tout ça m'amène en quelque sorte à questionner la place de l'animal dans la littérature du Nord, voir un peu comment, d'une simple présentation, parce que ce qui se passe, c'est que, là, Pierre avait peur qu'on ne parle plus des anciens, mais quand on regarde Jacques Cartier, quand on regarde les relations des Jésuites, quand on regarde,
Entre autres, il faudrait voir peut-être avec l'hémorragie, peut-être que quelque chose sur ça, je le connais moins, cet aspect-là, mais il y a sûrement quelque chose. Graduellement, on remarque effectivement la disparition. On passe de quelque chose de très générique, de référentiel, comme moi. On va toujours, de cette manière-là, comparer l'animal à quelque chose que l'on connaît. Donc, ça en signifie la non-existence. Puisqu'en disant que mon pingouin est comme moi, je suis pas en train de dire que mon pingouin est pingouin. Hein? Je suis pas en train, donc j'essaie effectivement, par la comparaison qui habituellement permet un rapport de similarité, je me retrouve dans un rapport de comparaison qui marque l'absence de l'autre, hein, la non-existence de l'autre. Donc, en quelque sorte, ce rapport de similarité ou de comparaison-là doit être revu en fonction de ce qui va se faire par la suite. Donc, le grand pingouin va exister très peu dans la littérature, mais va donner par ailleurs lieu à ces élans de fabulation dont je parlais. À partir du moment où l'être humain devient conscient de ce qui se passe lorsqu'il passe et détruit, quand il en est conscient, il n'est pas toujours, quand il est capable de se regarder dans les yeux, quand l'animal le regarde dans les yeux, il est capable lui-même de savoir qu'il existe et que l'animal existe, on va se retrouver effectivement dans ce rapport d'égalité qui va faire en sorte que le récit peut avoir lieu. Cet élan de fabulation rattaché à l'animal qui nous regarde va pouvoir avoir lieu. Et ça va donner effectivement, bon, on voit Audubon ici, 1833, c'est la dernière, il a fait des dessins à partir de vrais spécimens morts. Alors, je tiens à se préciser parce qu'il est allé sur place, mais il n'a pas vu les grands pingouins qui à ce moment-là étaient plutôt du côté de l'Islande. Ce qui s'est passé en Islande, c'est qu'ils étaient sur une île très protégée, très difficile d'accès. Donc, graduellement, ils étaient en sécurité. L'être humain ne pouvait pas y aller. Et les volcans enfin, c'était des îles volcaniques, là. Donc, il y a eu plusieurs éruptions et le grand pingouin a dû s'exiler sur des îles un peu plus au sud, plus accessibles à l'homme. Et en fait, c'est que les navires, lorsqu'ils traversaient avec les vivres qui pouvaient commencer à manquer, s'arrêtaient sur ces îles-là pour faire grande provision, hein, de chair, de viande, de manière à pouvoir se sustenter peut-être, mais en tout cas survivre, ça c'est clair. Sauf que la consommation elle-même a été exagérée, n'était pas prévue non plus pour ces animaux-là qui, au départ, en fait, un pingouin, le grand pingouin, ne produisait qu'un œuf aux 4 ans et la population était très âgée, il vivait jusqu'à 19 ans, donc il n'y avait pas assez de nouveaux œufs pour combler déjà une dénatalité de l'espèce. Donc l'arrivée de l'homme et le passage de l'homme a fait en sorte que cette manière, en fait, cette possibilité de renouvellement de population était rendue impossible. Donc, en fait, dans les années 2000, on retrouve justement cet élan de fabulation qui provient des images des grottes, qui provient des images qui sont elles-mêmes celles d'Audubon et des autres, donc de Cartier également. Je ne l'ai pas dit, mais Rabelais aussi se fie à Cartier en créant l'île sonnante du Quinclive, qui est une relecture en quelque sorte, donc qui produit ce récit en dehors du récit, donc cette fabulation dont je vous parlais, d'ordre éthique, d'ordre moral, qui nous oblige à nous regarder en face et à regarder notre propre consommation et notre propre rapport à l'animal. Et vous avez ces deux romans qui, de part et d'autre, prennent en considération les deux aspects dont je vous parlais. Le premier, dans la biographie du grand pingouin, donc il va faire l'historique du grand pingouin depuis les grottes de Cosquer, les grottes marseillaises jusqu'à nos jours, en montrant en quelque sorte, non pas nécessairement le côté un peu cruel de l'homme lorsqu'il arrive sur l'île de Funk, mais il va montrer en quelque sorte comment l'espèce s'est adaptée jusque-là, comment elle est allée de plus en plus au nord pour se protéger, et comment, même en allant de plus en plus au nord, elle était confrontée à la disparition potentielle. Dans la lettre, là, c'est une lettre un peu plus éco-critique qui montre, en fait, qui essaie de nous prendre, nous, à témoin, qui prend le grand pingouin à témoin, mais qui essaie de tendre de nous prendre, nous, à témoin, un peu comme les images que je vous ai montrées. Jacques Cartier ne s'est pas intéressé qu'au grand pingouin.
On s'entend, c'est la première bête qu'il a vue, mais il a vu le fou de bassin, il a vu l'ours polaire, il a vu le beluga, en fait le marsouin de l'île aux coudres. Et ultérieurement, les jésuites, même chose, ont rencontré comme ça des bêtes, surtout en forêt, quand ils étaient amenés à traverser, aider des Inuits, aider des Hurons et tout ça. Donc, ils ont rencontré ces bêtes-là. Et ce que je propose, en fait, dans mes prochaines années pour le Greenock et pour mon corpus, c'est d'étudier justement la manière dont cet animal passe d'un animal dont je ne parle qu'en comparaison et qui en signifie l'absence, comme je vous disais, à cet élan de fabulation qui le fait exister autrement que tout simplement par ce qu'il n'est pas ou ce qu'il est par rapport à ce que l'on connaît. Donc, Cartier le compare à l'oie. Maintenant, qu'en est-il de cet animal dans cet élan qui est là? Puis en fait, tout ça provient, comme je vous disais, de Pierre Perrault, qui regarde le beluga, qui regarde le marsouin et qui graduellement a une pensée de la fable, une pensée de la morale, une pensée qui lui permet, en quelque sorte, de donner une autre vie à l'animal en dehors du film, en dehors de la seule rencontre du départ. Donc voilà, en quelque sorte, je pense que j'ai pas mal fini, là. Je n'ai pas suivi mes feuilles, c'est pas grave. Ces animaux sont là, mais bien sûr, ça nous oblige à penser au caribou, qui présentement vit à peu près exactement la même chose. La mise en enclos, hein, en fait, le fait de le mettre en enclos, d'attendre tranquillement qu'il s'éteigne, hein, par cruauté, par simplement désir de développement, d'harnachement de rivières et autres. Et regardez bien ce petit bébé caribou, ses parents caribous qui vous regardent et qui vous prennent à témoin. Ouais, j'espère que l'élan de fabulation, un élan de survie aussi va vous envahir. Et on verra, en fait. Moi, j'essaie, en tout cas, d'être le plus attentive. Et puis, merci beaucoup de votre attention. Et comme je vous disais, c'est un corpus qui est en devenir, qui est en train de se construire. Et qui, puis bon, comme disait Daniel, je finis quand même une thèse que je soutiens dans 2 semaines, donc je vous présente un peu. Et je demande surtout votre aide. De votre aide quand vous tombez sur des textes, où il est question de ces animaux nordiques, de ces corps nordiques. Envoyez-les-moi. Le corpus est en train de se constituer, est en train de se construire. Et je pense qu'il y a une stylistique animale, qu'il y a une zoopoétique. En fait, c'est Anne Simon à Paris qui parle de cette zoopoétique-là. Il existe une zoopoétique, une manière dont l'animal s'intègre et s'immisce dans la stylistique et la manière d'écrire et de dire. Hein, on ne s'en rend pas compte, mais on parle du pouls, on parle comme un pouls. Hein, nous aussi, on est absent, on finit par être absent dans ce code, dans cette comparaison-là. Donc, si vous tombez sur n'importe quel texte où il est question d'animaux, peu importe, en fait, Norvège, Féroé, je suis très d'accord pour... En fait, j'espère faire éclater le corpus pour créer cette zone de comparaison, justement. Puis, bien sûr, je vais m'intéresser au caribou, à Tikutei, de Rita Mestokosho, est fondamentale dans cette optique-là aussi, puisque elle le fait exister pour tout le monde. Non? Merci. Thank you.